Respire, le podcast qui inspire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Carrasco. Elle est énergéticienne quantique, olfactothérapeute, radiesthésiste, magnétiseuse. Elle est praticienne dans un cabinet parisien. Isabelle est une méridionale. Elle a la voix qui chante et le soleil dans le cœur. Les premières années de son enfance sont ensoleillées, joyeuses, bercées par les histoires imaginaires que lui contait son grand-père maternel. Son frère aîné, âgé de 5 ans, décédera lors d'un accident alors que Isabelle a 3 ans. Ce fut un drame familial. Et la vie continua son cours. Isabelle appréciait les quelques balades dans la nature avec son aïeul. Elle riait fort comme pour chasser la tristesse due à l'absence de son frère. À 9 ans, pour des raisons professionnelles, la famille quitte Carpentras et s'installe dans le nord de la France. À cette période, elle apprendra le piano. Adolescente timide, réservée, la musique lui apportera l'écoute, la sensibilité des sons, l'hypersensibilité jusqu'à la guérison. Diplômée en gestion hôtelière, elle travaillera dans différents établissements hôteliers. La notion de bien-être, de service la ramènera à son cœur, c'est-à-dire soi et les autres. Elle quittera ce secteur d'activité et sera embauchée dans un média de presse magazine en tant qu'agent d'accueil. Elle y découvrira le beau et le gaspillage à outrance. Elle trouvera la force d'exister face au mépris de certaines personnes du milieu. À cette époque, elle rencontrera le bouddhisme. Après 8 années au service de Marie-Claire, elle tire sa révérence et intégrera une compagnie aérienne dans le service de la communication. Dans cet univers inconnu, elle deviendra la personne de confiance, authentique. C'est à cette époque-là que ses dons de guérisseuse se révéleront véritablement à elle. Elle verra des choses que personne ne voit. Elle entendra des sons, inaudibles pour d'autres. Elle se rendra compte qu'elle enlève des douleurs sur les humains et calme ses chats. Elle détectera des nœuds dans les corps qu'elle pourra enlever. En vérité, par moments, elle panique. Elle a l'impression de devenir folle. Elle ne comprend pas tout ce qui se passe en elle, surtout depuis le décès de son frère. Elle lit beaucoup, rencontre des gens comme elle et trouve des réponses. Plus vraiment à sa place, en 2018, elle quittera son emploi pour devenir thérapeute. Elle consacrera les années qui suivront à se former, à se perfectionner toujours plus dans le domaine des soins énergétiques. Aujourd'hui, sereine, alignée, en accord avec ce qu'est la normalité entre le visible et l'invisible, Isabelle aime sa vie. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Comment définiriez-vous la relation que vous aviez avec votre grand-père ? Oh, relation forte, puissante. Il a développé en moi tout un monde d'imaginaire, en me racontant des histoires d'animaux qui avaient des jambes de bois comme les pirates. Il me captivait avec ses histoires et ses contes. C'était un merveilleux conteur. Des moments à nous, pas très souvent, on les a eus ces moments-là, mais très très intenses. Il m'a connecté avec un monde d'irréel, d'invisible. C'est lui le premier qui m'a connecté à ce monde de l'invisible. Pensez-vous qu'il vous ait initié à vos pouvoirs intrinsèques ? À l'heure d'aujourd'hui, oui, j'en suis complètement persuadée. Il m'a transmis ce petit quelque chose dont on ne sait jamais définir quoi. D'ailleurs, c'est avec lui que je connecte dans mes rêves et il me donne aussi et encore à l'heure d'aujourd'hui des réponses. Il représentait quoi pour vous, votre grand-père ? Déjà, il représentait le côté bon vivant, le côté rieur. C'est vrai qu'on parlait de pas grand-chose de par le départ de mon frère. C'était sous-jacent en fait cette tristesse. Et lui était celui qui riait. Et donc c'était un rigolo. Je vois les couleurs de cette époque-là. Il était un dérivatif de la douleur et de mes parents, de la famille et de la mienne aussi. C'est un homme qui a su fédérer et apaiser. Oui, il avait donc quelque chose de plus effectivement. Pensez-vous que votre grand-père avait des mains guérisseuses ? Il était sourcier, alors je l'ai appris bien plus tard. Oui, je pense que ses mains calmaient. Je m'en rendais pas compte quand j'étais petite. C'est bien après, en sentant mes mains, que j'ai compris quelles étaient les siennes. Au décès de votre frère, vous avez commencé à ressentir des phénomènes inexplicables en vous. Que se passait-il ? Quand j'étais petite, en fait, je me rendais pas compte de ce qui se passait. J'ai toujours été connectée à lui, en fait, à ce frère parti. Et en fait,
Je m'en gardais bien d'en parler parce que cette tristesse, elle était là et que j'avais peur en parlant d'occasionner une tristesse supplémentaire. Mais ça a développé naturellement mes intuitions, mes ressentis, ce que je sentais mais que je ne disais pas, que je percevais, qui était pour moi très palpable, mais qui était de l'ordre déjà de l'invisible. C'était assez confus pour moi au départ. Comment les connexions avec les défunts, avec les êtres vivants se manifestent en vous? Comment on peut le ressentir? Moi, je sais que j'ai le cœur qui bat ou plus lentement ou plus vite. C'est pas un rythme normal en fait, ça s'accélère ou ça se ralentit. Et il y a des flashs qui se passent dans ma tête. Souvent, c'était dans les rêves au départ. Maintenant, ça m'arrive simplement par flash. Je suis connectée à quelqu'un. Quelquefois, je sais qui c'est. Quelquefois, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, avec lui, il y a certains signes qui ne trompent pas. Je sais que c'est lui. Comme avec mon grand-père, je sais que c'est lui. Comment l'expliquer? Je crois que ça s'explique pas, ça se ressent en fait. C'est un peu, vous pensez à une personne et puis le téléphone sonne et c'est la personne à laquelle vous avez pensé. Ça s'explique pas, ça se vit en fait. Dans votre enfance, aviez-vous une sensibilité particulière avec votre environnement, la nature, les animaux par exemple? Alors, la nature, nous, on était des citadins quand même, hein, donc moi, nature, fleurs, ça a été bien plus tard, bien plus tard. Par contre, on avait une chatte qui s'appelait Titounette, une chatte des rues hein, que mes parents avaient recueillie. Et en fait, cette chatte, je l'habillais, je l'installais dans une poussette, je lui mettais un petit bonnet sur la tête, elle ne bougeait pas. Il y avait un lien si fort. Je me rappelle, on regardait la télévision, je me mettais toujours au sol avec un coussin sur le ventre, sur mes genoux. Et en fait, Titounette a mis bas ses premiers chatons sur mes genoux. C'est assez rare, paraît-il, je l'ai su après. Pour moi, c'était naturel. Ça, c'est un souvenir fort de ma toute petite enfance. Je devais avoir 6-7 ans, quoi. C'était des moments vraiment puissants d'amour, en fait. Elle était une rouquine, une chatte des rues. Pour nous, c'était un amour de chat. Voilà. Parliez-vous autour de vous, avec votre famille, des phénomènes que vous viviez à l'intérieur de vous au quotidien? Non, je parlais pas de tout ça. D'abord parce que pour moi, c'était naturel. Mais je sentais que c'était pas normal. J'en parlais pas parce que moi je voulais être normale en fait. Moi je voyais des choses dans la glace, je me retournais, il y avait plus rien. C'était quand même particulier. Et en même temps, je crois que j'ai tellement eu peur de tout ça que j'ai refusé pendant longtemps. Donc ça m'a valu être malade, des crises d'asthme. Je refusais en fait tout ce qui était de l'ordre du pas normal. Moi, je me sentais pas normale, quoi. J'essayais de lisser un maximum. Je voulais pas que mes parents ils aient des douleurs supplémentaires. J'étais lisse, en fait. J'avais un caractère en acier trempé, mais j'étais lisse. Et je voulais pas parler de tout ça. Je mettais ça loin de moi, très très loin de moi. Et ça a fonctionné, puisque pendant des années, moi j'ai été malade, des petits riens, c'était pas grave, il y avait rien de grave, mais j'allais jamais bien en fait. Et pour cause, je me combattais depuis des années, quoi. Vivre ainsi, ça devait être vraiment compliqué, voire perturbant pour vous. Ouais, ça a été perturbant pour moi d'accepter. C'est quand j'ai rencontré d'autres personnes, parce que j'ai cherché, j'écoutais beaucoup. Si j'entendais des signes ou si je ressentais des mots qui étaient en adéquation avec ce que je pouvais vivre, et c'est comme ça que j'ai fait des rencontres. Mais en fait, le départ des rencontres, ça a été mes rêves. Hein. C'était grâce à mon grand-père. J'étais dans un monde de licornes, de dragons, de fées. J'avais un imaginaire assez débordant. Et en même temps, dans le terrestre, on va dire, dans le réel, très bridé, parce que je ne voulais pas en parler. Donc, je vivais dans ma tête. Voilà. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre petite enfance sous le soleil de Carpentras? Je pense que j'ai occulté beaucoup de choses de ma petite enfance. Les adultes faisaient semblant, en fait, mais ça, je l'ai senti très, très rapidement. Quand je riais très fort. J'existais comme ça, quoi. C'était triste, la maison. J'étais la petite dernière, jamais fait de vélo, il fallait pas que je fasse ceci, que je fasse cela, parce que je pense qu'on avait toujours peur pour moi. Et cette peur, elle a été longtemps dans mon corps. J'ai toujours été bercée dans ce côté fais attention à toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop machin, c'est trop truc. À un moment donné, c'est étouffant. À 9 ans, vous avez déménagé, vous êtes passé du sud de la France au nord de la France. Comment avez-vous vécu ce changement de région? J'ai d'abord eu très froid. Très
très froid et je crois que ce froid, je l'ai toujours en moi. Depuis mes 9 ans, j'ai froid. Je vis avec des bouillottes quand je suis à la maison. J'aime les pulls en laine, je suis cocooning. Mais en fait, je crois que quand on est petit, on s'adapte. On n'avait pas le choix. Maintenant, les enfants, ils revendiquent des choses. Nous, à l'époque, on revendiquait rien du tout. Les parents nous ont mis sous le bras et puis on est tous partis. Je me rappelle d'une phrase du sud au nord, c'est-à-dire que avec l'accent, ça faisait mais après, au-dessus du Rhône, tu verras, c'est les icebergs. Donc, quand moi je suis arrivée dans le Nord, je m'attendais à voir des icebergs que je n'ai jamais vus, bien évidemment. Il y avait des terrils, il y avait des monceaux de betteraves sur crière, bien sûr. Le froid à l'extérieur et des gens absolument chaleureux à l'intérieur. Donc ça a été une révélation de vivre avec des gens qui savaient recevoir. Alors moi qui suis une gourmande, dans le Nord, ils savent recevoir en fait. La table, elle est remplie de sucreries, de choses faites à la maison, très simplement, mais avec un cœur énormissime. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément comblée. Cet amour-là, je l'ai senti tout de suite. Et puis j'ai surtout, à cette époque-là, rencontré la musique. À l'âge de 9 ans, j'ai rencontré une personne fabuleuse qui était une femme sans enfants. Et ses élèves, c'était ses enfants. Elle avait une écoute extraordinaire. Je crois que j'ai jamais autant parlé avec cette femme. On m'écoutait. Autant à la maison, on n'écoutait pas les enfants. C'était le paternel qui parlait, c'était la télé qui parlait. Mais on parlait pas entre nous. Donc là, j'ai rencontré une femme qui m'écoutait. Puis apparemment, j'avais des choses à dire. Et ça s'est jamais arrêté depuis. De quel instrument avez-vous appris à jouer? Du piano. Elle était ce qu'on appelait à l'époque une répétitrice, c'est-à-dire qu'avant de commencer le conservatoire, il fallait faire 1 an de solfège. Je prenais des cours avec elle dans son salon et je me rappelle que la première fois où j'ai rencontré cette femme, le piano d'études était en train de se faire accorder. Donc en fait, j'ai joué mes premières notes sur un piano à queue. C'était la seule fois, hein. Mais c'était un souvenir très impressionnant. Et elle a su le rendre merveilleux, en fait. Ça a été un souvenir absolument fabuleux et d'une douceur extrême. Et elle m'a appris à écouter et à ressentir l'intérieur du cœur avec des notes de musique. Ça a été fabuleux. Que vous ont apporté les différents métiers que vous avez exercés quand vous étiez salarié? L'adaptation, l'adaptabilité, de réapprendre à chaque fois, de recommencer non pas de zéro, mais de recommencer dans un domaine qu'on ne connaît pas, d'observer beaucoup, d'apprendre des autres. Moi, je me rappelle de mes parents qui dansaient, je ne savais pas danser, je regardais leurs pieds. Là, c'est pareil, je pense que dans les divers métiers, j'ai beaucoup observé. Quelles sont les valeurs humaines que vous avez développées dans l'hôtellerie? C'est l'humilité, la bienveillance. Quand on est en hôtellerie et qu'on reçoit des personnes, qu'on donne simplement une clé, on peut la poser ou la claquer sur un desk, l'attendre de main à main, regarder les gens droit dans les yeux, on peut baisser la tête. Et en fait, je pense que cette connexion de bienveillance, elle est d'humain à humain. Avec les yeux, on peut faire passer énormément de choses. L'humilité aussi, parce que quand les gens parlent, savoir les écouter, c'est être humble. Et je pense que c'est important de savoir s'effacer pour que l'autre puisse briller. Tout simplement être. En tant que thérapeute, quelles sont les qualités extrasensorielles que vous avez développées au fil du temps et que vous utilisez tout naturellement maintenant? Aujourd'hui, je dirais savoir voir à l'intérieur de l'autre, écouter, décrypter, décoder. Quelquefois, certains mots veulent dire exactement le contraire de ce qu'on aimerait dire. Par exemple, vous pouvez dire oui et faire non avec la tête. Vous pouvez sourire alors que vous avez extrêmement mal. Écouter le corps et regarder, observer, entendre derrière les mots MOTS qui sont les mots MAUX. Hein. Grâce à des mots bien placés ou bien écoutés, on peut voir juste le cœur. Je pense que c'est ça qui fait la force de certains thérapeutes, qui voient au-delà des apparences. J'aime assez à dire que j'arrive à regarder à l'intérieur. C'est-à-dire rien qu'en touchant un corps, en disant bonjour, ou je touche une main, ou je mets la main dans le dos, je ressens une décharge émotionnelle. Ou si je peux faire un hug à une personne que je connais un peu plus, je sentirai déjà de quoi elle a besoin. Ça donne des informations avant que l'autre ait déjà ouvert la bouche. En tant que thérapeute, vous travaillez avec le monde de l'invisible.
Pouvez-vous dire que c'est un monde parallèle? L'ordre de l'invisible, pour moi, c'est un monde parallèle. Sentir qu'il y a une énergie dysfonctionnante sur un corps simplement en mettant la main dans le dos, ou simplement que ma main chauffe à un moment donné, ou si je vois effectivement le corps arriver, puis il y a quelque chose qui clignote. Oui, ça ouvre un champ des possibles pour que j'aille plus vite, pas perdre de temps. Et ça ouvre des mondes parallèles. Par exemple, quelqu'un de mort dans sa famille. Oui, ça ouvre un monde sur le monde des morts. Pour moi, c'est naturel. Maintenant, j'en ai plus peur. J'arrive à en parler de plus en plus, même s'il y a des gens qui me prennent encore pour une personne étrange. J'assume complètement. Et en même temps, je pense que tout le monde a ses capacités. C'est juste parce que ça a été travaillé. Je pense que ces mondes parallèles sont venus à moi grâce à mon frère. Cette perte, ce choc si violent en petite enfance, a ouvert ce champ des possibles. Grâce à lui et grâce à l'imaginaire de mon grand-père, le transgénérationnel de mon grand-père dans les rêves, m'ont permis d'ouvrir des champs des possibles dans des mondes qui sont de l'ordre de l'invisible, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une femme heureuse? J'aime ma vie maintenant. J'aime vraiment tout ce qu'elle peut m'apporter de polarité positive ou négative, en fait. J'incarne vraiment la loi d'attraction et la loi de compensation. On incarne nos idées, on est nos pensées. Quand on a une pensée dans la tête, selon l'intention qu'on va y mettre, la pensée va se concrétiser. Ce qu'on pense, on le devient. Ce qu'on ressent, on l'attire. Et ce qu'on imagine, on le crée. On est connecté à toute une chaîne vibratoire et on se connecte à elle, aussi bien en cosmique qu'en tellurique. Donc le cosmique, c'est là-haut avec les énergies du ciel, et puis le tellurique, c'est les énergies de la terre. Et être, c'est primordial. Que vous a apporté la pratique du bouddhisme? Déjà, ça m'a permis de voir la cause et l'effet, soi et les autres, les corrélations qu'on a les uns avec les autres. On a des liens intrinsèquement profonds et on est en reliance avec chacun des êtres humains sur la Terre. Même si on ne les voit pas, on est liés. Quand on s'occupe de soi intérieurement et que ça se voit à l'extérieur, on nettoie aussi son environnement. Et le bouddhisme a complètement ancré ça en moi, à savoir que ce lien entre soi et les autres est primordial. On ne peut pas vivre tout seul bien si les autres vont pas bien. Pour moi, c'est pas possible. Donc on a une responsabilité de soi à soi, ça c'est certain, mais une responsabilité aussi de ce qu'on fait en posant des actes, en posant des intentions, en posant des pensées. En laissant libre l'autre, on peut simplement être à côté et avoir une énergie tellement forte que l'autre va entendre, va comprendre, va sentir. Pas besoin de parler. Ça m'aide, ça continue de m'aider avec la responsabilité pleine et entière de ce qu'on vit. Le bouddhisme adhère à ça complètement. En tant qu'énergéticienne quantique et olfactothérapeute, les personnes viennent vous voir pourquoi? Déjà, on vient me voir si on sent qu'il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement. Par exemple, une grosse fatigue, on peut la traiter de différentes manières. Ça peut être un problème de sommeil, d'énergie déstructurante, ça peut être la maison qui pompe l'énergie parce que il y a eu un décès dans la famille et que le deuil n'a pas été fait. La maison, elle est chargée de quelque chose. L'olfacto travaille sur le cerveau limbique, base de l'inconscient et de la mémoire. On va travailler en psycho-émotionnel juste en mettant une petite fiole d'huile essentielle sans la toucher. C'est juste sous le nez, en sentant. Ça va, si on ferme les yeux, qu'on sent une certaine odeur, ça va nous rappeler un souvenir douloureux ou pas. On fait remonter ça et on va le travailler, bien qu'avec une odeur. C'est assez fabuleux, j'avoue que cet outil, il est absolument génial parce qu'en fait, ça travaille au-delà de soi. On n'est pas en train de décrypter avec des mots. Juste, c'est l'inconscient, le corps qui va réagir. Par exemple, vous mettez une odeur que vous n'aimez absolument pas à l'instant T. Vous allez pouvoir la ressentir peut-être une semaine après et vous allez l'adorer. Simplement parce que le corps a fait son boulot. Il l'a nettoyé ou allégé. Par exemple, on travaille avec des inhalateurs. Vous allez partir au bout de la première séance avec une huile sur un inhalateur, sur un petit coton. Et l'implication est chouette. On vous demande de sniffer tous les jours 15 minutes. L'inconscient va travailler tout seul. Et on demande aussi d'écrire ou de dessiner ce qu'on ressent. Et on se revoit 21 jours ou un mois après. Et on se rend compte que les receveurs sont assez bluffés de voir comment ça va vite
Parce qu'il y a des fois, on a des problématiques, on n'a pas envie d'y aller, d'aller mettre le doigt là où ça fait mal. L'inconscient, lui, il va aller travailler sans y mettre les mots. Les mots MOTS. Mais les mots MAUX, ils vont partir sans votre conscience. Et ça, c'est assez fabuleux. Si une personne qui vient me voir et qui a un problème de sommeil, d'abord, je vais lui poser la question de comment, pourquoi. Et puis, si je vois que c'est vraiment énergétique et qu'on ne peut pas travailler sur le cerveau limbique, je vais lui proposer quelque chose au niveau d'une séance énergétique quantique, à savoir, on va peut-être travailler avec des pierres en lithothérapie, on va peut-être travailler avec simplement en magnétisme au niveau des mains, simplement les chakras qui vont peut-être pas être assez nourris ou assez actifs. Il y a peut-être une grosse fatigue où l'énergie vitale n'est pas remontée. Ça va être de remonter les énergies et chaque séance est unique. Alors après, il y a aussi les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont malades ou qui sont loin et qui m'envoient des photos et on va travailler sur photo. Je vais mettre la photo sur ma table de massage. On va se connecter et quand on est connecté l'un à l'autre, moi je peux ressentir l'autre simplement en me connectant à ces énergies. Les énergies peuvent être restructurantes ou déstructurantes. On va faire des choses pour remonter l'énergie. Il y a des gens qui ont trop d'énergie. Il faut les canaliser. Donc, il faut les faire descendre à la terre ou il faut les faire monter. Moi, je ne suis pas là pour faire à leur place, mais pour leur donner l'outil pour qu'ils ou qu'elles aillent mieux et qu'après, elles fassent le boulot elles-mêmes. Est-ce que nous avons tous le pouvoir en nous de s'auto-guérir? Alors ça, j'en suis persuadée. Si je me vois en bonne santé, on envoie une énergie vitale à ces cellules, à son ADN par exemple. Vous pouvez effectivement guérir, aller mieux. C'est ça l'idée. Je pense que chaque personne doit se prendre en main. Et quand on se responsabilise sur ce qu'on veut, vraiment, quand on revient à soi, quand on revient à son cœur, quand on revient à son âme, d'où cette spiritualité super importante aussi, on vibre l'amour. On vit l'amour, on peut se nettoyer à l'amour. On sait que le taux bovis qui sert en radiesthésie donc, à mesurer le taux énergétique d'une maison, les corps vibrent quand ils vont bien à 6000 unités bovis. Si vous descendez en dessous, à 5000, 7000, vous êtes en dépression. Par exemple, si vous montez plus de 7000, vous êtes en bonne santé. Après, vous pouvez être dans une maison qui vous bouffe de l'énergie. Donc, il faut nettoyer la maison. Il y a des gens qui sont en feng shui, qui font ça très bien. En géobiologie aussi, on fait ça très bien. On dégage certaines choses au niveau des murs, au niveau des objets. Il y a beaucoup de gens qui font des brocantes, qui ramènent des choses chez eux et c'est pas nettoyé. Les objets transportent des choses énergétiquement pas forcément cool. Ce taux vibratoire, cette unité bovis, vous pouvez l'améliorer. Si vous écoutez par exemple une musique classique, le taux bovis de la maison va augmenter. La sonologie, ça passe avec les gongs, avec plein de choses. Et on sait pertinemment qu'on peut soulager, régénérer, guérir, libérer des angoisses, des mots, MAUX, avec des musiques. Tout est vibration parce que la vibration, elle est partout autour de nous. Si vous changez votre taux vibratoire, vous pouvez effectivement guérir, aller mieux. C'est ça l'idée. Donc l'auto-guérison, ça passe aussi par là. Donc j'en suis convaincue, mais profondément convaincue. Et je pense que c'est l'avenir. Avez-vous des projets pour les mois à venir concernant votre pratique professionnelle? Alors oui, j'ai des projets. Je commence quelque chose au mois de juin. Je suis très excitée de commencer ça. Ça va dans le même sens de ce que je suis en train de professer, à savoir le bien-être pour soi et les autres. Et dans le côté équilibre parfait, voie du milieu, du yin et du yang, dans l'amour. Je pense que l'amour guérit tout. Donc mon projet, rencontrer des gens, les voir sourire de l'intérieur, ça c'est fabuleux. Ça c'est un beau projet de vie. Pensez-vous qu'avec l'amour, on peut transformer beaucoup de choses? Oui, je pense qu'avec l'amour à l'intérieur et à l'extérieur, on peut tout transformer. Je pense que c'est vraiment une énergie tellement haute vibratoirement qu'en fait on peut tout faire avec cette énergie. Même la haine la plus féroce, vous la démontez, vous la déboulonnez. Donc je pense que l'amour peut être dans un combat de lumière et l'amour rend tout accessible. Quelle est votre devise? N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, plutôt vous avez déjà la vie, alors profitez de tout. Je sais qu'une citation de Marshall Rosenberg vous inspire beaucoup. Nous vous écoutons.
que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. Servez les êtres humains avec compassion. Et si votre but est de contribuer à leur bien-être et que vous faites cela de plein gré, cela rencontrera alors votre besoin de contribuer. Et quand nous donnons de cette manière-là, il devient très difficile, très subtil de dire qui donne et qui reçoit. Quand on est dans les séances, on donne, c'est sûr, mais on reçoit beaucoup. Cette notion d'échange dans l'amour, de donner et de recevoir, quoi de plus beau ? Nous pouvons vous contacter au 06 79 10 97 52. Nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie très sincèrement, Isabelle, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vous souhaite de très belles rencontres à venir. Merci à vous pour votre écoute et continuez à vibrer haut, haut et fort. Au revoir, Isabelle, et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. C'était Sophie